Bonjour à tous. Dans quelques mois, la confrontation entre deux hommes pour le titre de champion du monde d'échecs. Alors, il y aura le champion du monde en titre, le chinois de 31 ans, Ding Liren, qui va être opposé à un jeune challenger de 17 ans, le joueur indien, Gukesh. Alors, je vous propose de revenir en arrière et de regarder comment ces deux joueurs jouaient lors de leur premier championnat du monde d'échecs. Gukesh, son premier championnat du monde, il l'a joué en moins de 8 ans, catégorie donc jeune des moins de 8 ans. Et Ding Liren, lui, il l'a joué en moins de 10 ans. Allez, on regarde. On va d'abord s'intéresser à quelques parties de Gukesh, comment il jouait quand il avait moins de 8 ans dans son premier championnat du monde à Durban, c'était en Afrique du Sud. Il a les blancs, il ouvre avec le pion roi, il joue E4. Son adversaire joue C6, la défense carocane, avec l'idée que le pion C va appuyer la poussée D5. Cavalier C3, habituellement c'est D4 le coup principal, mais cavalier C3 est une variante qui existe. D5, attaque le centre, cavalier F3 se développe, cavalier F6, et là Gukesh il pousse en E5. Il attaque le cavalier en F6 qui vient en D7. Il faut comprendre que à cette époque, Gukesh était classé déjà, en moins de 8 ans, 1661 Elo. D4 est joué. E6. Et donc on voit déjà que le centre se ferme. Mais il se ferme à l'avantage des blancs pour ce qui est de l'aile roi. Parce que le pion E5 contrôle des cases dans le territoire des noirs, la case D6, mais également la case F6 sur le flanc droit de l'échiquier, sur le flanc du roi. Et ça va donner des atouts pour attaquer un éventuel petit roc. C'est le roi noir fait petit roc. Les blancs jouent cavalier E2. Alors pourquoi ils rejouent le cavalier en E2? En plus, ça bloque le fou en F1. En fait, c'est pour libérer le pion C2. Et pourquoi ils veulent libérer le pion C2? C'est que les noirs, normalement, ils vont se mettre à attaquer cette chaîne de pions par la poussée C5. Et le pion C2 pourra venir en C3, ainsi consolider la chaîne de pions. Quant au cavalier E2, il peut rebondir en F4 ou en G5 pour libérer ensuite la voie de développement au fou en F1. Les noirs jouent fou E7. Voilà, le cavalier rebondit en G3. Petit roc, le fou vient en D3. La poussée C5, on en avait parlé. C3 qui consolide donc cette chaîne de pions. B2 qui défend C3, qui défend D4 et qui défend la tête de pont, le pion de 5, le pion le plus important pour les blancs, donc qui subtilise des cases de développement au noir dans leur espace vital et qui va permettre de nourrir une attaque contre le roi noir. Parce que la présence du pion de 5 fait qu'il n'y a pas de cavalier noir en F6, or le cavalier noir en F6 c'est un très bon défenseur du roc. Pourquoi? Parce que le cavalier noir en F6 défend H7, or là comme il n'est plus en F6, le fou vise directement en H7 et ça va permettre des attaques, des combinaisons, des sacrifices contre le roc. Les noirs ont joué B6. Pion en H4, bien joué. On pourrait s'attendre à un coup stéréotypé du style petit roc avec les blancs. Mais non, H4, ça c'est bien joué. L'idée, c'est souvent d'enchaîner par fou prend H7 échec. Le roi va sortir. Alors certes, on a sacrifié un fou pour briser un peu le roc noir en retirant le pion H7, mais après il y a des continuités avec cavalier G5 échec et l'arrivée de la dame en H5. Et le cavalier et la dame vont pouvoir collaborer à l'attaque du roi noir. Et pourquoi le pion H4 est important? C'est que lorsqu'on fait fou prend, roi prend, cavalier G5 échec, si les noirs prennent avec le fou, le pion reprend, ce qui libère la colonne d'attaque. Et ensuite, la dame utilisera la colonne, cette voie d'infiltration, la colonne H avec la tour, pour collaborer et essayer de mater le roi noir. Et les noirs ici, ils ont joué fou B7. Donc ils laissent fou prend H7 arriver. Alors Gukesh n'ose pas le faire. Mais voyez, l'idée c'est de faire fou prend H7 échec, roi prend, cavalier G5 échec. Si le roi commence à repartir, la dame viendra en H5 avec les idées d'aller mater en H7. Et sur le fou prend, pion reprend échec avec bientôt l'arrivée également de la dame. C'est une attaque décisive. Alors je vous l'ai dit, Gukesh, il n'a pas osé faire fou prend H7, il joue cavalier G5. C'est quand même un bon coup. Le fou, le cavalier attaque, on n'a pas peur de la prise toujours à cause de la reprise du pion et la tour attaque. Et le départ du cavalier en F3 en G5 libère la diagonale pour que la dame arrive. On a aussi le fou qui vise dans cette direction, le cavalier qui pourrait également arriver. Et si vous regardez bien, c'est Star Wars ici. C'est la guerre des étoiles. Toutes les pièces blanches peuvent se lancer à l'attaque du roi noir. Or, les noirs n'ont pas de renforcement défensif équivalent à la force offensive des blancs, en fait. Les noirs peuvent amener très peu de pièces pour défendre le roi noir. Alors, les noirs ont joué à H6, ils tentent de repousser les pièces. Mais Gukesh ne bouge pas. Il joue dame G4, bien joué. Si les noirs prennent, on peut reprendre du pion H, toujours avec l'ouverture de la colonne H et la dame qui pourrait arriver. Alors les noirs tentent de réagir au centre, ils prennent en D4, mais le pion C3 reprend, ça stabilise. Fou B4, échec. Et là, Gukesh va choisir la meilleure case pour son roi. Il va venir en D1. Il n'a pas envie de jouer fou D2, il ne veut pas interposer son fou, il veut garder
le fou qui pourrait l'aider dans l'attaque. D'ailleurs, on verra que le fou l'aidera. Et puis, il veut certainement pas aller en E2 ou en F1, parce qu'il se mettrait sur la même diagonale que son fou de case blanche, et ça permettrait peut-être au noir de jouer fou à 6, protégé par le cavalier, hein, pour clouer le fou D3, essayer de l'éliminer et de le retirer cette pièce de l'attaque. C'est pour ça qu'il vient en D1. Ainsi, il estime que les noirs ne peuvent pas retirer ni ce fou D3, ni ce fou C1 à l'attaque de leur roi, du roi noir. Alors les noirs ont joué fou C8, cavalier H7 vient attaquer la tour, mais le départ du cavalier en H7 libère le fou C1, et on menace fou prend H6 puisque le pion G7 est cloué en fait. C'est une attaque totale. Les noirs jouent F5, ils tentent de déstabiliser la dame, mais la dame rentre en G6. Les noirs jouent tour F7, la poussée du pion F a libéré la case F7 pour que la tour vienne défendre G7, mais vous l'avez compris, fou prend H6. On vient de gagner un pion et on amène une nouvelle pièce à l'attaque. Et on a encore cavalier H5 qui peut arriver en fait. Cavalier F8 vient attaquer la dame et le cavalier, on prend. Le fou reprend. Fou G5 attaque la dame noire qui se décale en E8. Cavalier H5. Cavalier H5, c'est une grosse menace en fait. On menace cavalier F6. Cavalier F6. Le pion ne pourra pas prendre à cause du clouage. Le cavalier F6 attaque le roi et la dame, la fourchette. Mais en plus, si le roi vient en H8, la présence du cavalier en F6 fait qu'on pourra jouer dame H7 mat. Et puis sur cavalier F6, si c'est la tour qui prend, la dame pourra prendre la dame noire. Donc cavalier F6, ici, c'est une menace mortelle. C'est pour ça que les noirs viennent faire échec. Roi E2. Dame prend D4. On s'apprête à prendre le pion en E5 pour continuer l'attaque sur le roi blanc. Mais la dame noire est esselée dans l'attaque du roi blanc. Alors que les blancs, ils ont plusieurs pièces pour attaquer le roi noir. Cavalier F6 échec. Tour prend. Pion prend. Dame prend B2 échec. Le roi vient en F3. Dame D4 attaque le fou sans défense, mais c'est trop tard. Pion F7 échec, oblige le roi à venir, j'ai raté ma diagonale, voilà, oblige le roi à venir en H8, et Dame H5, échec et mat. Voilà l'un des premiers maths effectués par Gukesh dans un championnat du monde. On va voir d'autres parties de Gukesh avant de regarder des parties de Ding Liren. Allez, une autre partie de Gukesh où il avait une nouvelle fois les blancs, E4. Alors dans la première partie, on a vu la Caro-Kann, la défense Caro-Kann avec C6, mais là c'est C5, la défense sicilienne. Donc le pion de l'aile vient contrôler la case D4. Il est habituel pour les blancs de préparer la poussée D4 en sortant le cavalier en F3 ou en jouant le pion en C3. Mais là, Gukesh, il va jouer D3. Il va jouer un centre retenu. Cavalier C6. Maintenant, il joue G3. Il veut mettre le fou en fianchetto. En G2 sur la plus grande diagonale blanche. Les noirs jouent G6. Fou G2. Fou G7. Cavalier D2. D6. Cavalier F3. Cavalier F6. Petit roc. Petit roc. Pion C3. Et pour ceux qui connaissent, il faut savoir que cette ouverture avec les blancs, Gukesh, il essaie de mettre en place une sorte d'attaque est-indienne avec les blancs, qui va consister finalement à jouer des coups comme Dame E2, Tour E1, et préparer les poussées D4 et E5. Donc une évolution au centre comme ça, pour essayer d'enfoncer l'adversaire au centre et de préparer une nouvelle attaque sur le roi. On a vu dans la Caro-Kann que Gukesh avait le sens de l'attaque contre le roi. On va le voir dans cette attaque est-indienne. En réalité, il a déjà un sens vraiment du but, un sens du mat. Les noirs jouent fou D7. A4 a été joué. Tour vient en C8. Dame E2. E6. Tour 1. Vous voyez, la dame et la tour se placent pour appuyer l'évolution D4 et E5 et enfoncer comme ça dans le territoire noir. Et en même temps, l'arrivée de la tour en E1 libère la case F1 pour le cavalier. Alors on pourra se dire pourquoi mettre le cavalier en F1. D'abord, ça libère la diagonale du fou, et le cavalier peut être amené à rebondir, soit par E3, et vous verrez qu'il y a même d'autres chemins pour ce cavalier en fait. Les noirs jouent à 6, cavalier F1, les noirs jouent T5, et là c'est ce qu'attendent les blancs. C'est que dès que les noirs jouent T5, les blancs surtout n'échangent pas, ils n'ouvrent pas la position, ils enfoncent le clou. Ils pénètrent dans le camp adverse, cette poussée en E5. Cavalier à G4, les noirs mitraillent le pion à E5, il est attaqué 3 fois, défendu 3 fois, mais il faut le défendre encore parce que c'est la dame qui est devant la tour dans la défense du pion de 5, et on ne veut pas perdre la dame dans les échanges. Donc, fou F4 vient défendre E5. Et maintenant, le cavalier G4 s'apprête à être repoussé par la poussée en H3, donc il part tout de suite en H6,
Dame D2, on l'attaque 2 fois, il rebondit en F5. Fou G5, on attaque la dame qui va se décaler en B6. Et G4 qui repousse le cavalier. Alors, on parlait des chemins pour le cavalier, on parlait qu'il pouvait rebondir en E3, bah, du coup il pourra rebondir aussi en G3. Cette poussée du pion G4, elle peut paraître surprenante, parce que le pion G3 était un pion qui participait à la couverture de protection du roi blanc, mais les noirs n'ont absolument pas les capacités de s'en prendre au roi blanc. Donc le pion G peut partir au combat et déstabiliser le cavalier en F5, prendre de plus en plus d'espace. On avait déjà de l'espace central, on a de l'espace à l'aile roi. C'est un peu la même problématique que dans la partie précédente, les noirs vous manquez de cases pour défendre leur roi. Le cavalier va en E7, le fou s'engouffre en F6 en se disant que sur fou prend, pion prend, le pion chassera le cavalier, mais le pion en F6 pourra soutenir une attaque de mat en G7, c'est-à-dire que la dame pourra aller en H6 puis mater en G7 après. Vous voyez, sur fou prend, pion prend, déjà le cavalier n'a pas de case, mais en plus on cherche ensuite dame H6, dame G7 mat. Donc cette infiltration en F6, les noirs ne peuvent pas s'y opposer, ils ne peuvent pas échanger. Ils jouent D4, mais en contrepousse en C4. Toujours cette idée de garder la position fermée au centre, pour ne pas donner du contre-jeu aux noirs. En plus, maintenant les blancs ont obtenu la case E4, qui peut être une case pour le cavalier, par exemple cavalier G3, cavalier E4, pour venir soutenir l'attaque. Tour E8 a été joué, cavalier G3, cavalier A5 cherche à venir en B3 pour faire la fourchette dame tour, mais la dame s'en va en G5. Elle va à l'attaque et le cavalier est attaqué 2 fois. Les noirs jouent H6, ils essayent de contre-attaquer sur la dame qui vient en H4, G5. On pourrait déjà s'intéresser au sacrifice cavalier prend G5. Vous voyez, cavalier prend, pion prend, dame prend, menace, dame prend fou mat, on attaque 2 fois le cavalier. Alors c'est vrai qu'il peut venir en G6, mais on a des coups comme cavalier H5 qui permettent encore d'attaquer, ou des fous E4 qui vont attaquer en G6. L'attaque est trop forte. Donc, dans la position, sur G5, sur la poussée ici noire G5, on pouvait sacrifier le cavalier F3 en G5 pour détruire les protections du roi noir. Mais Gukesh joue dame H3. Cavalier G6. Maintenant, il échange un défenseur principal. Fou prend, roi prend. Cavalier H5, échec, roi H8. Cavalier F6, menace, dame prend H6, mat. Donc, le roi vient en G7 pour défendre. Mais le cavalier, il attaquait également le fou. Alors l'urgence pour les noirs, c'était d'éviter le mat. Mais du coup, ils perdent le fou avec l'attaque sur leur dame. Dame B3. Le cavalier revient. La tour vient ici en H8. Cavalier D2 attaque la dame et le cavalier pourrait rebondir en E4. Dame prend B2. Cavalier H5 échec. Roi F8. Tour D1, il protège son cavalier pour l'instant. Dame C2 attaque également D3, mais c'est protégé en fait. Dame F3 ici est jouée. Tour G8, la dame pénètre, elle se faufile toujours. Dame prend A4. Tour 1, attaque dame et cavalier sur la colonne. Dame B4. Cavalier E4, menace d'arriver en D6 pour attaquer la tour et pour soutenir l'attaque de mat en F7, avec dame prend F7. Les noirs jouent tour E8, avec l'idée certainement sur cavalier D6 de jouer tour E7. Tour B1, on attaque, vous voyez la pression sur les colonnes A et B. Cavalier B3. Sacrifice de qualité, tour prend. Dame prend. Cavalier prend C5, attaque la dame et menace quelque chose que l'adversaire n'avait pas vu, mais il ne pouvait pas tout sauver de toute façon. Dame B6, c'est que le cavalier maintenant, il vient en D7. Et on pourrait s'intéresser à cette fourchette royale roi-dame, mais en fait c'est même pire, ça fait mat. Et j'adore ce mat entre la collaboration offensive de la dame et de 2 cavaliers ici. Magnifique mat. Allez, une nouvelle partie de Gukesh. Donc dans cette partie, Gukesh elle est noire. Donc on va regarder 3 parties de Gukesh, c'est donc la dernière. Et après on regardera 3 parties de Ding Liren. Et vous pourrez me dire dans les commentaires quelle est la partie que vous avez préférée de Gukesh et de Ding Liren. Alors son adversaire joue E4. Gukesh répond par D5, la défense scandinave. Prise en D5, on pourrait reprendre de la dame tout de suite, mais cavalier F6 a été joué. Cavalier C3, et c'est le cavalier qui prend D5. Fou C4, ça attaque 2 fois. Cavalier prend C3, les blancs reprennent du pion. Parfois, les blancs, ils ne reprennent pas tout de suite. Ils intercalent dame F3 avec la menace de prise en F7 ici. Mais là, c'est la reprise du pion C3 qui a été jouée. G6, on voit que Gukesh aime bien aussi les mises en fianchetto, hein. Mettre les fous sur les grandes diagonales, il aime bien ça. Cavalier F3, fou G7, H3 certainement pour éviter l'arrivée du fou en G4, cavalier C6, le pion en D4,
petit roc, fou F5, tour 1, tour 8, fou F4. Finalement, les blancs sont plutôt sortis correctement de cette ouverture. Dame D7, cavalier G5, attaque ici 2 fois le pion F7, avec la menace fou prend F7 qui ferait la fourchette 3 tours derrière. Et donc là, Gukesh, pour la première fois, dans les différentes parties qu'on voit, il est obligé de se replier défensivement. Il joue cavalier D8, il revient en arrière, il va défendre F7. Il n'est pas très bien dans la position et il pourrait même subir la poussée G4. Il ne l'a pas vu son adversaire, mais G4 ici, c'était pas mal. Les noirs ne peuvent pas sacrifier parce que sur fou prend G4, pion prend, la dame ne peut pas reprendre en fait. La dame blanche défend. Et sur cette poussée G4, le fou manque de cases. La seule case pour ne pas le perdre, ça serait de venir en E6, mais il y aurait des multiples échanges en E6 qui briseraient la structure de pion des noirs. Par exemple, cavalier prend E6, même si on prend du cavalier, fou prend, on n'a pas envie de reprendre de la dame, il y a la tour 1, donc il faudrait reprendre du pion. Et finalement, il y a des pions doublés, isolés sur la colonne E, une colonne d'attaque, le roc est un peu affaibli, alors le roc blanc aussi, mais finalement, les blancs ont une bonne position ici. Mais dans la partie, c'est pas ce qui s'est produit. Les blancs, ils ont joué dame C1. Donc ils n'ont pas été sur G4, ils n'ont pas osé jouer G4. Dame C6, attaque le fou qui vient en B3, et derrière, il y a le pion C3, donc Gukesh gagne un pion. Dame prend C3. Fou E5. On ne peut pas jouer F6 la fourchette à cause du clouage du pion F. Donc il y a une prise en E5. Pion reprend. H6, Gukesh, il en a assez de voir ce cavalier aux abords de son roc. Il le repousse. Roi G7 pour retirer le pion F7 du clouage. Tour E3, attaque la dame qui recule en C5. Dame B2 prépare la poussée du pion avec l'attaque sur le roi. Donc fou E6, on vient stabiliser. Fou prend. Cavalier reprend pour redéployer son armée, son cavalier. Tour C3 attaque la dame qui vient en D5. Le cavalier défend C7, la dame défend B7 des attaques blanches. Et on va voir que là, Gukesh, il a le cuir solide. Il va subir de multiples attaques sur sa structure et sur ses pièces, mais il va bien défendre. Tour D3 attaque la dame, il revient en C6. Tour C3, il met le cavalier en C5. Pion E6 pour préparer les découvertes, mais F6 bloque la diagonale pour qu'il n'y ait jamais de vis-à-vis dame-roi qui puisse être valorisé. Cavalier D4 attaque la dame, il vient en D5, il protège toujours tout. Tour B5, double attaque sur son cavalier, il protège par B6. Cavalier B3, triple attaque sur son cavalier qui est cloué, parce que si le cavalier bouge, ça perd la dame. Il va jouer A6, il contre-attaque sur la dame blanche. Elle vient en C4, maintenant il échange, dame prend, tour prend, et il prélève le pion en E6 en défendant C7. Donc il a 2 pions de plus. L'orage est passé, il a réussi à survivre à cet orage et à essayer de stabiliser la position. Tour C6, attaque le cavalier. Alors si on vient le défendre par roi F7, il y aurait l'autre tour qui viendrait également attaquer. Donc Gukesh, il préfère s'en aller, même si ça perd le pion C7. Tour C8, contre-attaque sur la colonne C. Tour B7, attaque B6. Il préfère jouer tour C6 et défendre B6 que d'aller prendre C2. Roi F1. F5. Il donne la case F6 pour pouvoir jouer E5, parce que pour l'instant, il y a des clouages. Tour C1. Roi F6. Pion C4. Cavalier D3 attaque la tour qui vient en C3 attaquer le cavalier. Tour D8, on défend le cavalier. Tour E7, on attaque le pion. Cavalier F4, c'est joli, ça menace mat en fait. Si les blancs prennent le pion, comme le cavalier est venu contrôler la case 2, il y aurait tour D1 mat. Donc, cavalier F4. Donc les blancs reculent la tour sur la première rangée pour défendre. Mais là, tour prend C4. Il a de la suite dans les idées. Le jeune Gukesh, il a vu le mat du couloir. C'est toujours pareil, sur tour prend, il y aurait mat. Donc, il s'empare d'un nouveau pion. Et les blancs ont la tour d'attaquer. Donc, ils ne peuvent pas prendre la tour noire. Donc, ils ont été en E1. Tour A4, défend et attaque. Cavalier C1 vient défendre. Pion E5, on prend de l'espace. On évolue. Tour C7. Tour D6 pour éviter les échecs sur la 6e rangée de la tour blanche. H4. Cavalier E6 repousse la tour qui vient en A7. Et, ah oui, quand le cavalier bouge, en plus, ça permet maintenant de faire tour prend H4 et de préparer l'infiltration. Il y a beaucoup de pions en plus ici. Tour prend A6, tour H1 échec, roi E2. Cavalier F4 échec, ça perd la tour parce que
Le cavalier attaque et la tour contrôle les cases de la colonne D, donc le roi ne peut pas soutenir la tour, hein, roi F3. Tour prend. Les blancs n'abandonnent pas encore et jouent G3. E4 échec, bien joué, ça attire le roi en F4. Parce que le roi ne peut pas aller en G2, il y a toujours le cavalier, donc roi prend F4. Et on mate avec le pion. G5 mat, un joli mat final. Alors, quelle est la partie que vous avez préférée du jeune Gukesh, moins de 8 ans? Maintenant, on va regarder le premier championnat du monde d'échecs de Ding Liren, quand il avait moins de 10 ans. Mais avant, il faut savoir que dans ce championnat du monde, Gukesh est fini 3e ex aequo. Alors, Ding Liren, dans son championnat du monde des moins de 10 ans, il n'avait pas fait en moins de 8 ans. Il a ici les noirs. Il va pas très très bien réussir ce championnat du monde, quoique bon, il finit, je crois, à la 18e place. Mais l'année d'après, il refait, toujours dans la même catégorie d'âge. Et là, il finira premier ex aequo. Alors, dans la position, il a donc les noirs. E4, E6, il joue une défense française. Alors, on a vu plein d'ouvertures différentes, hein, entre la carocane, la sicilienne, la française, l'attaque est-indienne. Les blancs jouent D4, la poussée D5, cavalier D2, cavalier F6, on attaque E4 qui vient en E5, cavalier D7, fou D3. Et finalement, les blancs sont en train de mettre en place une structure de pion qu'on a déjà vue dans les parties de Gukesh. Avec ce pion en E5, bien protégé par le pion en D4, qui assure un avantage d'espace sur le flanc du roi. Et donc, on pourrait se dire, bah, si on développe le fou et qu'on fait roc, on subira l'attaque. Le fou attaque hachette, la dame pourrait venir, les cavaliers pourraient venir également, le fou vise dans cette direction. Il y a beaucoup de pièces qui pourraient venir attaquer, en fait. Donc, qu'est-ce que va faire Ding Liren avec les noirs? Eh bien, il va essayer de saper cette structure de pion centrale qui assure l'espace aux blancs. Il pousse C5, mais vous l'aviez vu dans la partie de Gukesh, il y a ce coup de C3 qui consolide. Cavalier C6 continue à attaquer D4. Cavalier E2 consolide toujours le pion D4. Prise en D4, prise en D4. Et là, on ne peut pas faire craquer D4. Même si on joue Dame B6 pour attaquer une deuxième fois, les blancs pourront déployer leur deuxième cavalier à la défense de D4. Alors Ding Liren, comme il voit qu'il ne peut pas faire craquer D4, il va s'en prendre au pion E5, il joue F6. Alors jouer le pion F, il faut toujours être prudent parce que c'est un pion aux abords du roi quand même. Prise en F6, il reprend du cavalier. Cavalier en F3, fou D6, petit roc, Dame C7. On voit que Ding Liren fait très attention à la case 5. Il ne veut pas que les blancs puissent s'imposer sur cette case. Il y a un triple contrôle de la case 5. Et il place son armement à l'attaque du roi blanc avec cette batterie d'attaque Dame et fou en direction de H2, même si le cavalier F3, pour l'instant, défend. Mais le cavalier F3, il doit aussi défendre D4. Bon, il y a l'autre cavalier qui défend aussi D4. Mais l'autre cavalier vient en C3. Menace d'ailleurs cavalier B5 pour attaquer Dame et fou, pour retirer une des pièces d'attaque des noirs. C'est pour ça que les noirs jouent à 6, pour subtiliser la case B5 au cavalier. Dame C2, les blancs aussi mettent une attaque. Petit roc, hein, le cavalier F6 défend H7, donc réduit la pression, tout comme le cavalier F3 défend H2 et réduit la pression. Et les noirs menacent cavalier B4, donc les blancs jouent à 3. Finalement, on a un peu le même style de coup. La structure de pion n'est pas pareille, hein, il y a un pion en E6 contre un pion en F2, mais sinon, le placement des pièces, des autres pièces, c'est exactement pareil. Et justement, si le pion en F2 fournit une protection supplémentaire au roi blanc, le pion en E6, lui, il peut être impliqué au combat central, et c'est ce qui se passe avec la poussée E5, menace E4, la fourchette. Donc, les blancs ont joué Dame B3, ils contre-attaquent ici sur le pion D5 avec en ligne de mire le roi, comme le pion F7 n'est pas là pour le protéger. Fou E6 vient défendre. Cavalier G5 attaque le fou qui recule en F7. Cavalier prend F7. La dame reprend pour toujours assurer la protection de D5 qui est demandée. Prise en E5, parce que là, les blancs ne peuvent pas laisser le pion aller en E4 et repousser le fou D3. Donc, prise en E5. Cavalier prend E5. Attaque le fou qui recule en B1. Dame H5, et on voit comment les forces noires se sont libérées et comment il se met à l'attaque du roi blanc. La dame vise H2. S'il n'y avait pas le cavalier, le fou viserait également H2, donc ça permettrait à la dame de prendre en H2 et de faire mat. Donc la menace des noirs, c'est de se délester du cavalier, de faire cavalier F3 échec, et même si les blancs prennent, dame prend H2 mat, soutenu par le fou derrière. C'est pour ça que les blancs jouent H3. Roi H8, alors là, les noirs, ils ont la volonté de se retirer des problèmes sur cette diagonale, de retirer le roi G8 du vis-à-vis avec la dame blanche. Alors c'est vrai que les blancs attaquent D5 2 fois, contre une seule défense. C'est vrai que la dame attaque B7 qui n'est pas défendue. Mais il y a trop de pièces noires
qui sont prêts à collaborer dans l'attaque du roi blanc. Par exemple, si les blancs prennent le pion B7, la dame s'éloigne, et la dame, les deux cavaliers, le fou et la tour peuvent se lancer à l'attaque du roi blanc. Il pourrait y avoir cavalier F3 échec. Et vous voyez, si par exemple le pion prend, dame prend H3 avec la menace dame H2 mat derrière. Alors on pourrait se dire, bon, sur cavalier F3, le roi va pas prendre, il va bouger, il peut bouger qu'en H1. Mais l'attaque peut encore se poursuivre. On pourrait s'intéresser par exemple à dame E5 qui menace les entrées en H2. On pourrait peut-être regarder aussi l'arrivée du cavalier en G4. Il y a beaucoup de forces qui peuvent se mettre à attaquer. Et dans la position, si le cavalier blanc prend D5, on peut échanger. Et après, on a ce vis-à-vis dame noire, dame blanche avec cavalier F3 échec. On va gagner la dame blanche. Si la dame blanche prend, il y a tour prend en fait. Et la dame blanche est perdue en fait. Avec cette découverte du cavalier qui vient attaquer le roi et de la dame qui vient attaquer la dame blanche. Donc dans la position ici, les blancs ils peuvent pas prendre en D5, ils peuvent pas prendre en B7. Ils savent que l'attaque arrive contre le roi avec la dame, les deux cavaliers, le fou et la tour. Et ils n'ont pas assez de défenseurs. Donc ils vont essayer de ramener des défenseurs et jouer cavalier D1 pour que le cavalier puisse revenir en défense et que la dame défende la troisième rangée. Mais tour E8, le cavalier revient et maintenant cavalier F3 échec. Magnifique l'attaque. Donc sur pion prend, on va se faire certainement dame prend H3. Dame prend H3, même dame prend F3 est pas ridicule, mais je pense que c'est dame prend H3. On a le cavalier, le fou, les deux tours qui attaquent et le roi qui a plus d'abri en fait. Donc les blancs ne veulent pas prendre, ils jouent roi H1, ils veulent garder une couverture de pion pour isoler le roi des pièces noires. Et là, cavalier H2 attaque la tour qui vient en D1. Cavalier G4 menace la prise en F2 avec le cavalier, la tour et attaquer le roi. La prise du cavalier d'ailleurs ferait des fourchettes. On n'est pas loin de l'attaque du mat. Alors si les blancs essayent de prendre en G4, s'ils prennent du pion H, ça va ouvrir la colonne H. Cavalier prend G4 échec, la dame attaque, roi G1, dame H2 échec, roi F1, on pourrait chercher à jouer dame H1, mais on a la tour qui peut aussi prendre en F2 sous protection du cavalier, roi E1, puis dame G1 échec. Le cavalier, il peut même pas venir en F1, il est cloué, donc c'est mat. C'est mat, cette position. Donc dans la position, le pion ne peut pas prendre. Et si le cavalier prend, on reprend. Le pion H peut toujours pas prendre, il y a clouage. Et il y a l'attaque ici sur F2. On a toujours toutes les pièces qui attaquent. Les deux tours, le fou, le cavalier, la dame. Alors que les pièces blanches, regardez comment elles sont massées de l'autre côté, là où il n'y a pas le conflit en fait. Donc cavalier G4 a été joué et les blancs ne peuvent pas prendre. Alors ils ont été prendre en D5 pour contre-attaquer sur la dame noire avec cavalier et la dame qui protège. Mais cavalier prend F2 échec. Roi G1 seul coup. Cavalier prend H3 échec. Pion prend. N'oublie pas que le fou défend le cavalier, le roi ne peut pas y toucher. Dame E2. Et ici on a plein de menaces. Alors les blancs jouent tour F5, mais en échange, tour prend. Fou prend. Cavalier F3 échec. Et les blancs abandonnent parce qu'après roi H1, on a le mat avec dame H2 mat. Alors deuxième partie de Ding Liren, il a les blancs cette fois-ci, il joue E4 et son adversaire lui joue la sicilienne, C5. Cavalier C3, cavalier C6, G3, également avec l'idée de mettre le fianchetto, G6, fou G2, fou G7, on aura vu beaucoup de fianchetto dans leur partie de jeunesse. Pion D3, pion E6, F4, cavalier E7, E5. On voit que d'ailleurs, tous ces jeunes joueurs adorent mettre le pion en E5, prendre l'espace comme ça et s'implanter dans le camp adverse. Donc essayer de contester ici les cases D6 et F6. Les noirs jouent F5, prise en passant, le fou reprend, cavalier E4 vient attaquer le fou, mais également le pion C5 et la case D6. La case D6 c'est une case faible sur laquelle le cavalier va bien rentrer pour attaquer le roi noir. Alors comme le fou ici est attaqué, il est venu en G7, mais ça a permis cavalier D6 échec qui va déroquer le roi noir qui doit bouger, évidemment, il n'aura plus le droit de roquer, donc le roi noir a un problème d'abrissure ici. Le cavalier vient en F3, cavalier vient en F5, cavalier prend F5, pion prend, petit roc, cavalier D4, fou E3, on attaque deux fois, mais les noirs défendent deux fois, ils ont le pion et le fou également. Mais les noirs échangent, cavalier prend F3, dame prend F3, on a ici une batterie d'attaque avec la dame et le fou en C5, comme ça, on a vraiment trois, comme des archers partent, à trois archers sur les deux diagonales. Mais le fou peut prendre le pion B2. Le problème pour les noirs, c'est que le fou, il est un peu esselé dans l'attaque.
Tour B1, donc le fou doit repartir. Et maintenant, fou prend ses 5 échecs. Le fou vient défendre. Prise en E7, dame prend, dame E3. Et le départ de la dame en E3 libère le fou avec cette idée d'aller prendre le pion en B7. Les noirs jouent D6, ça permet à la dame de défendre sur la 7e rangée également. Pion D4, dame C7, pion D5. Donc là, l'idée c'est de casser ce trio ici de pions qui permettent encore de protéger le roi noir, la dernière couverture de pion, le dernier bouclier protecteur de pion. La dame vient en C5, les noirs proposent l'échange des dames. D'ailleurs, ils l'imposent puisqu'il y a un clouage. Donc dame prend C5, pion prend. Mais les blancs, ici, poussent en D6 et ils ont une meilleure finale en fait. Parce que leurs pièces sont plus actives. On a le pion passé en D6, on a la pression sur B7 avec la tour sur la colonne, le fou sur la diagonale, alors que les pièces noires ne sont pas développées en fait dans la position. Et la tour F1 qui peut très vite venir en E1 pour attaquer E6 ou en D1 pour soutenir le pion D. Tour B8 a été joué. D'ailleurs, c'est tour FD1 qui est joué pour soutenir l'avance du pion D et écraser le fou C8 qui n'a plus de cases. Et les noirs ne veulent pas jouer fou D7 pour ne pas perdre le pion en B7. Donc ils ont joué roi E8. Et là, Ding Liren va jouer un coup qui va provoquer l'abandon de son adversaire. Il va jouer fou C6. Fou C6 échec. Le pion ne peut pas prendre à cause du problème de clouage du pion B7 parce qu'il y a la tour derrière. Si le roi bouge, le pion D7 sera appuyé cette fois-ci par la fou et la tour, ce qui permettra d'écraser le fou C8. Alors, les noirs pourraient jouer fou D7, mais ça perd le pion B7 avec, par exemple, la prise en B7 ici. Et cette position, eh bien, l'adversaire avec les noirs n'a pas voulu la jouer. Alors, c'est quand même... les blancs n'ont qu'un pion de plus. Mais ils ont quand même le pion passé D6, qui est un très bon pion de plus, une meilleure structure de pion et une meilleure activité. Et bon, c'est peut-être un abandon quand même un peu précoce des noirs, mais en tout cas, voilà, c'est victoire de Ding Liren. Dernière partie que l'on va voir de Ding Liren, une nouvelle partie avec les noirs, où il affronte un Français d'ailleurs, Thomas Saadjian, au championnat du monde de moins de 10 ans, qui s'est déroulé à Obcesa del Mar, je crois, c'est en Espagne. Donc les blancs jouent E4. Ding Liren joue E6, D4, D5, cavalier D2, cavalier F6, on attaque E4, E5, on l'a vu cette variante déjà, cavalier D7, fou D3, C5, C3, cavalier C6, on attaque cavalier E2, donc on a vu une partie qui s'est déroulée exactement pareil, mais qui va changer par rapport à l'autre. Ça va finir par changer, pour l'instant c'est les mêmes coups, puisqu'on ne peut plus attaquer des D4, je l'avais dit, sur dame B6, sur cavalier F3, eh bien, Ding Liren joue F6, on voit que à cet âge-là, on connaît bien la théorie, puisqu'on est capable de répéter les variantes d'ouverture. Donc, pion prend, cavalier prend F6, petit roc, fou D6, cavalier F3, dame C7. Et là, fou D2 est joué. Et c'est là la différence d'ailleurs, parce que dans l'autre partie, je crois que c'était le cavalier qui est venu en C3. Et il fallait gérer l'arrivée du cavalier en B5, donc il y avait eu le pion en A6. Là, c'est fou D2, donc c'est la différence. Petit roc, tour C1 sur la colonne, donc il y a un vis-à-vis ici, tour dame, fou D7, le pion B4. Alors vous voyez, si le fou prend, le fou reprend, mais le cavalier ne peut pas reprendre justement parce qu'il y a le problème de clouage de la dame. Donc la dame se décale en B6, attaque ici B4, A3 consolide, tour E8. On avait vu ce coup de tour E8 avec cette poussée E5 dans la première partie de Ding Liren, fou C3. Ici, A6 a été joué, le fou recule en B1. Pion G6, la dame vient en D2, la dame revient en C7, le cavalier vient en G3, fou F4, attaque la dame et la tour derrière, donc ça va gagner la qualité. Là, il y a eu un problème de placement avec la dame et la tour. Donc dame D3, fou prend, tour prend, dame D6, dame D2, cavalier E7, la dame rentre en H6, cavalier F5, on essaye de repousser la dame. Alors les blancs peuvent prendre, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait. Cavalier prend. Le pion reprend, ouvrant la voie à la colonne E. Et cette ouverture de colonne, c'est pas anodin, vous allez comprendre pourquoi. Cavalier G5, c'est vrai que si le cavalier F6 n'est pas là, attention à dame prend H7 mat. Dame C7 est jouée. Et là, Ding Liren, il a la volonté en fait de préparer un mat du couloir. Il veut faire dame prend fou pour dévier la tour de la protection de la première rangée, jouer tour E1 mat. Et le français va jouer fou D2, mais du coup, ça ne va pas régler le problème. C'est vrai que le fou protège la tour, c'est vrai que la tour et le fou contrôlent la case 1,
pour éviter l'arrivée de la tour 1. Mais ici, Ding Liren, il fait évidemment dame prend tour. Et il casse la protection de la case E1. Fou prend. Et il finit donc par le mat en E1. Alors, quelles ont été vos parties préférées de Gukesh et de Ding Liren? Sachant que moi, j'ai une petite préférence pour les parties de Gukesh. Et que Gukesh était plus jeune. On a vu un championnat du monde des moins de 10 ans pour Ding Liren, alors que Gukesh, son championnat du monde, c'était des moins de 8 ans. Donc, il avait 2 ans de moins. Donc, c'est intéressant de voir la différence de niveau de ce qu'ils sont capables de produire, ce qu'ils étaient capables de produire à cet âge. Bientôt, bien sûr, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Les joueurs se sont rencontrés quelques fois, ils ont fait quelques matchs nuls. J'ai quand même une partie décisive entre Gukesh et Ding Liren, qu'ils ont joué évidemment plus tard. Et je vais vous la montrer bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura mis en bouche, en saveur, pour cette préparation du championnat du monde entre Gukesh et Ding Liren. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous!